De un, c'est un gros défi, puis deux, c'est le fondement même des villes. C'est c'est le premier devoir des villes, c'est la réalité, pourquoi on existe, c'est l'aménagement du territoire. C'est notre raison d'être, finalement. Fait que je peux jaser longtemps là-dessus. Bien, en gros, c'est la planification du territoire. Donc, c'est se donner les outils pour justement encadrer le développement de la ville. Par exemple, au niveau municipal, il y a le zonage. Donc, ça, c'est toutes les normes qui s'appliquent aux immeubles. Donc, la hauteur minimale, maximale, les densités qui peuvent être faites. Les types d'usage, c'est industriel, commercial, résidentiel. Sinon, il y a la planification, le plan d'urbanisme au niveau de la ville. Il y a la MRC, la communauté métropolitaine, qui eux aussi ont des outils d'urbanisme. Donc, en gros, c'est la planification du territoire. Justement, en ce moment, on est en train de terminer notre concordance réglementaire. C'est qu'en fait, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est le premier plan de développement de toute la communauté métropolitaine. Donc, c'est Montréal et toutes les villes qui sont en périphérie. Donc, c'est le premier plan d'aménagement de la grande région. Ça vient, entre autres, du gouvernement à Québec, qui a imposé à la région métropolitaine, aux villes de la région métropolitaine, de s'entendre sur un plan de développement métropolitain. Donc, cette adoption-là, ensuite, ça a été les MRC, donc les municipalités régionales de comté, qui ont dû concorder leur schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, par exemple. Donc, c'est les 23 municipalités locales de Vaudreuil-Soulanges qui sont soumises au schéma d'aménagement. Donc, suite à la concordance du schéma d'aménagement de la MRC, mais là, c'est les villes qui doivent se concorder. Donc, concorder leur plan d'urbanisme, mais aussi leur réglementation de zonage, de construction, de lotissement, etc. Donc, nous, concrètement, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça influence, entre autres, c'est par rapport les densités d'habitation. Donc, maintenant, on a un seuil minimum de densité d'habitation à imposer, dans le fond, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, maintenant, on ne peut pas arriver avec des projets qui sont peu denses. La Ville a l'obligation, par la loi, d'imposer des projets qui sont plus denses. Ça, c'est un des exemples, là. Sinon, c'est pas mal le plus important, mais effectivement aussi, il y a la notion de périmètre métropolitain. Donc maintenant, en principe, sauf exceptions qui doivent être justifiées, le périmètre métropolitain du plan métropolitain s'impose à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, en principe, notre terrain de jeu, c'est à l'intérieur du périmètre urbain, d'urbanisation, notre périmètre. Donc, en principe, le développement doit se faire à l'intérieur de ce périmètre-là. Donc, ça, c'est un des impacts, mais aussi, faut que la Ville adopte un plan de conservation de ses milieux naturels aussi. Ça, c'est un autre impact que ça a sur notre planification. Donc, tout ça, c'est ce qui découle oui, le plan métropolitain, mais aussi des ministres à Québec des différents ministères, que ce soit le ministère le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, le ministère des Transports, qui ont toutes des orientations gouvernementales parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui est en charge de planifier le territoire, sauf qu'il délègue à la CMM, au MRC, puis aux villes l'application. Puis au final, c'est la ville qui applique dans le quotidien ce qui découle de tout ça, là, mais qui... Ça a commencé un peu avec le PMAD, là, que vous dites... il y a un 5% que vous n'avez pas voté pour, en fait, mais pourquoi? On n'a pas voté, la région de Vaudreuil-Soulanges n'a pas voté pour le PMAD parce que c'est extrêmement difficile, dans certains cas, d'avoir des réponses claires. Puis la preuve, c'est que maintenant, pas juste nous, Vaudreuil-Soulanges, mais on était certains que la Couronne Nord ne voterait pas pour le PMAD. Le PMAD est vu, tant qu'à moi, par bien des villes, comme un empêchement de se développer pour protéger la ville, la région de Montréal, de ce qu'ils appellent le trou de beigne.
Je pense pas que j'apprends rien à personne en disant que les gens vont beaucoup dans les périphéries, sortent de Montréal pour toutes sortes de raisons. Puis présentement, avec tout ce qui se passe dans la réparation, c'est pas la faute du maire ou de quoi que ce soit, là. La réalité, c'est qu'avec les constructions qui s'en viennent, pour nous autres, en partie, c'est un moyen de se dire pendant 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, là, au moins, on va protéger un petit peu, puis vous ne pourrez pas prendre l'expansion que vous voudrez. Ce que j'aime pas dans le PMAD, c'est que tu dis à des gens, vous ne pouvez plus vous établir là où vous voulez vivre. Et ça, c'est tant qu'à moi, antidémocratique, anti un peu tout. Et le problème qu'il y a eu aussi avec le PMAD, c'est qu'en barrant des villes ou en empêchant l'expansion de certaines villes comme nous, Vaudreuil-Dorion, bien, ça créait quoi? Ça créait l'effet de saute-mouton qu'on appelle. C'est-à-dire que les gens sont allés, dans notre coin, un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'ouest. Le problème avec ça, c'est que quand il vient le temps après ça de nous parler de développement durable et de transport en commun, c'est impossible. Déjà, faire du transport en commun, quand tu es dans un milieu urbain comme nous, ça va relativement bien. Il y a une concentration. Mais quand tu es rendu à sortir de ces concentrations-là pour aller ailleurs, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça aussi qu'on voit, à tous les jours, je suis juste ici à ma gauche, c'est la 40, là, tous les matins. Et maintenant, ça bloque. Je te dis pas que c'est juste ça, là, mais ça bloque parce que les gens ont contourné ça. Parce que moins tu as de terrain à développer, plus la valeur des terrains augmente. Ça, c'est mathématique et c'est logique. À tel point que l'article 10, je pense que c'est le 10, dans le PMAD, qui a dit non, OK, on ne l'a pas vu venir. Donc, non seulement les villes de la CMM sont obligées d'appliquer ça, mais même les villes hors CMM. Parce qu'ils sont bien rendus compte que s'il n'y a pas mis les villes hors CMM là-dedans, eux autres, ça s'est développé, les gens retraversent sur le bord, tout simplement. Et tu ne peux pas empêcher une petite famille non plus qui a un budget de X. C'est-à-dire, tu vas t'installer absolument là. Si les terrains sont rendus pour toutes sortes de raisons trop chers, ils vont aller s'installer ailleurs. Et il y a des affinités normales. Il y a des gens qui veulent venir s'installer à Vaudreuil-Dorion, il y en a à Châteauguay, il y en a à Beauharnois, il y en a... Ça, et tu ne peux pas les obliger à faire ça. Fait que c'est pour ça un petit peu. Et PMAD, on a eu tellement de difficultés à faire accepter un paragraphe qui disait, dans notre cas, parce qu'il y a un hôpital qui devrait être annoncé bientôt, bien, on sait qu'il ne pouvait pas être dans le périmètre urbain, il n'y a pas de place. Mais on a réussi à faire ajouter un paragraphe sur le bout de la langue pour dire que dans le cas, certains cas, il pourrait y avoir un certain déshonneur. Mais la problématique de base de ça, c'est, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais c'est par là des experts, il y a un paquet de choses qui ont été marquées, ça n'a pas été vraiment pensé, ça n'a pas été finalisé. Et là, on se rend compte, parce qu'une fois que c'est marqué là, c'est devenu une Bible. Si tu parles au maire de Montréal, la première chose qu'il va dire, est-ce que ça correspond au PMAD? Il n'était pas là dans le temps, c'est M. Tremblay. Mais, puis tous les fonctionnaires de la CMM, est-ce que c'est dans le PMAD? On veut faire un changement ici, là, on en a des cas, là. Il faut passer par la MRC. Martin Paré, notre spécialiste, ne va pas t'en parler tantôt. Il faut passer par la MRC. Et la première affaire, est-ce que ça se conforme au PMAD? Et ensuite de ça, on va aller commission d'aménagement de la CMM. Et là, la première question, est-ce que c'est conforme au PMAD? Donc, il n'y a pas juste du bon là-dedans, il n'y a pas juste du mauvais, excuse là-dedans, mais pour certaines régions qui étaient en développement puis qui n'ont plus de terrain ou moins de terrain, c'est pas idéal. Par contre, on est tout à fait d'accord avec la densification, avec le fait de plus on va mettre de monde, moins on va avoir besoin d'aller dans des zones vertes. Aucun problème avec ça. Le transport aussi, on est bien conscient. On est une des régions qui se développe le plus en transport. Mais c'était, je pense encore, je ne sais pas changer d'idée, c'est un moyen d'empêcher les gens de complètement déserter l'île de Montréal à cause des comptes jaunes. Je ne suis pas loin de te rappeler, là, mais toute personne qui a affaire à voyager, là, ça, c'était majeur. Mais c'est ça, ce serait quoi les défis justement d'une ville comme Châteauguay qui est déjà quand même établie, c'est quasiment un modèle, on dit, des années 50, on s'est étalé. Mais le défi pour la ville de Châteauguay notamment, puis moi je le compare souvent à la croissance d'un être humain. Parfois on regarde autour puis on dit ben ça développe à droite, ça développe à gauche, puis chez nous ben le développement semble être plus ralenti. Si on croissait tous à la vitesse d'un bébé, ben je pense qu'à la fin de notre vie, on mesurerait 3000 pieds, puis on peserait je ne sais pas combien de tonnes. Donc, on peut penser que l'existence d'une ville avec son territoire, c'est un petit peu la même chose. On finit notre croissance, puis après, il faut s'attarder à essayer de bien vieillir.
passer les affres de l'adolescence, je pense qu'on peut travailler sur nous-mêmes puis décider donc d'être une ville qui se transforme et s'acclimate et s'adapte aux réalités d'aujourd'hui. Châteauguay n'est pas ce qu'elle était il y a 100 ans, elle n'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans. Au contraire, elle doit travailler à se redévelopper parce qu'on a atteint les limites de notre territoire. On a une petite zone agricole qui représente à peu près 25 % de notre territoire. Le reste est bâti, développé. Il reste très peu de terrain à développer pour le résidentiel, le commercial ou encore l'industriel. Et comment on fait? On réussit à survivre à travers ça parce que l'aménagement du territoire, il est perverti, je dirais, par la fiscalité municipale qui, les villes se financent à 80 % à travers le revenu foncier, donc les taxes foncières, qu'elles soient commerciales, industrielles ou résidentielles. Et beaucoup résidentielles pour la plupart des villes québécoises. Alors, comment je pense qu'on est à une croisée des chemins en ce moment en matière d'aménagement du territoire dans les villes, à la reconnaissance des villes aussi en tant que gouvernement de proximité. C'est une demande qui est faite et répétée parce que les villes veulent chercher des nouveaux revenus puis elles n'ont pas d'autre choix que de développer pour avoir des revenus. Mais en même temps, quand on développe, il y a des coûts attachés à ça. Puis c'est une espèce de cercle infernal dans lequel on est pris où malgré le fait qu'on développe, bien, on a l'accroissement des dépenses, puis on est obligé d'augmenter les taxes des citoyens. Je pense qu'il faut repenser tout le système, il faut repenser l'aménagement, les lois qui encadrent l'aménagement du territoire et les pouvoirs des villes en matière d'aménagement et de développement, parce que peu importe ce qui se fait, là, qui est annoncé au gouvernement fédéral ou au gouvernement provincial, ça atterrit toujours quelque part, puis où ça atterrit, c'est sur le terrain des villes. Donc, on est un gouvernement de proximité, on doit pouvoir collectivement décider de comment on fait les choses. Et c'est le grand défi de l'aménagement par rapport à la capacité de payer des gens qui habitent les villes. Bien, l'étalement des infrastructures, ça coûte cher. Moi, je dis toujours, sur une rue, si on est 5 maisons pour payer le tuyau, et la rue et les infrastructures, bien, ça coûte toujours plus cher par chaque maison que si on a, exemple, on peut prendre des triplex. Déjà, un triplex, si on en met autant de maisons, tu sais, s'il y a 10 maisons, on met 10 triplex plutôt que d'avoir 10 maisons, bien, on est déjà plus nombreux à partager le même, et ainsi de suite. Donc, on fait les calculs. Toujours plus facile de rentabiliser. Par ailleurs, beaucoup plus facile de redévelopper, en fait, plus rentable de redévelopper une artère que d'en construire une nouvelle, parce que les infrastructures sont là, sont déjà payées. Donc, si on amène de la densité le long des artères qui sont construites depuis plusieurs années, ben c'est pas des investissements qu'on doit faire pour accueillir ces gens-là. Il faut réfléchir tout ça en fonction de la capacité de payer des citoyens et la reconstruction toujours plus rentable pour une municipalité que d'ouvrir de nouvelles rues et de s'étendre avec, justement, de la façon facile, parce que c'est beaucoup plus facile, par contre, de construire une nouvelle rue puis d'installer des maisons autour de cette nouvelle rue-là que de redévelopper. Mais là-dedans, il y a des gens qui font des profits, puis il y a des gens qui payent. Et souvent, quand on fait de l'étalement urbain, on finit toujours, la population, les citoyens finissent toujours par payer la note en bout de ligne. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Mais on comprend aussi qu'on est à une croisée des chemins. Donc, on est dans un changement de mentalité, dans un changement de compréhension de l'aménagement urbain. Et bien, les changements, c'est connu, ça amène la résistance. Et il faut travailler tout ça pour faire les choix aujourd'hui judicieux pour demain. L'étalement urbain, qu'est-ce que ça amène comme pression? Disons que les problématiques sont différentes quand on redéveloppe. Par exemple, Harwood, c'est un redéveloppement. Donc, les infrastructures ont été faites à une époque, puis c'est des infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, ils arrivent à leur fin de vie utile, donc il faut les refaire. Donc, c'est pas les mêmes enjeux où c'est un nouveau quartier. Donc là, le promoteur paie pour les infrastructures, les amène. On n'est pas dans le même registre de... Mais pour des villes, il y a des villes ici dans Vaudreuil-Soulanges qui n'ont plus de terrain disponible. Par exemple, les Cèdres, il n'y a plus zéro terrain disponible. Vaudreuil-Dorion, on achève. Nous autres, il reste quelques dizaines de terrains ici et là. On ne pourra plus se développer. OK? Je te dis pas que c'est correct ou c'est pas correct. Je te dis juste que ça, c'est la réalité.
Mais ce qu'il faut comprendre, ça revient à ce que je dis, c'est que nous, dans Vaudreuil-Soulanges, bien, dans Vaudreuil-Dorion surtout, c'est des gens du West Island qui sont emmenés ici, en grande partie, bien, une bonne partie. Ces gens-là, ils veulent pas aller ils veulent aller là, ils veulent aller proche, ils veulent aller dans un endroit qu'ils connaissent, OK? Fait que là, c'est ce qu'on fait, mais quand tu n'as plus cette possibilité-là, là, tu fais quoi? Là? C'est comme si le gouvernement disait, bien, vous faites toutes partie d'un même pot, puis tant que le pot ne pas rempli partout, vous ne pourrez pas en avoir d'expansion. C'est comme s'ils obligeaient les gens à dire, tu t'en vas là, tu t'en vas à Sainte-Sophie, tu t'en vas sur la Couronne Nord, une ville comme Terrebonne a encore des milliers de terrains disponibles. Les autres sont chanceux dans le plan. Mais les autres, on a fonctionné pratiquement pendant 30 ans sans dézoner, là. OK? Fait que c'est normal qu'après 30 ans, tu te dis, bien là, on est rendu à... On va vous montrer ce qu'on veut être dans 30 ans. On va le prendre graduellement. Mais laissez-nous nous développer. Si on veut se développer, c'est la base. Là. Il y a des villes là, qui ne veulent plus bouger, puis c'est correct, puis ils sont heureux de même. Mais il y en a d'autres qui ont une possibilité. J'ai au-dessus de 60 à 70 de mon territoire, le Vaudreuil-Dorion, qui est encore dans le vert. Les gens parlent du Vaudreuil-Dorion, mais si je dis en face, mais à 2 km par là, à 3 km par là, puis à 2 km par là, tu retombes dans des terres agricoles. Bien là, tu es à 1 km d'être dans l'eau. Tout le côté est de la ville de Vaudreuil-Dorion, que tu partes d'Hudson, aller jusqu'à Pointe-des-Cascades, c'est de l'eau. Fait qu'on oublie ça. Fait que c'est ça la réalité. Et là où on le voit vraiment d'une façon spéciale, c'est lorsqu'on voit ça d'hélicoptère ou d'avion. Et on se rend compte que le périmètre urbain de Vaudreuil-Dorion est tout petit, là. La densité, on en a, c'est pas un problème. J'ai une compagnie qui s'appelle Chartwell, là, qui s'en vient lever 699 logements pour des personnes âgées, là. Puis juste à côté, un compétiteur, ou en tout cas, enlève pratiquement 300. Fait qu'il va y avoir 1000 logements là, dans un rayon de 2 hectares. Tu sais, c'est correct, c'est là qu'il y a notre densification qu'on veut faire. Mais il y a d'autres endroits où tu ne peux pas le faire, puis il y a d'autres villes non plus qui ne peuvent pas le faire. Quand tu arrives dans d'autres villes plus champêtres, plus différentes, l'exemple, c'est Saint-Lazare. Eux autres, c'est des fermes, des CD, ça. Mais là, ils font une densité, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour tomber sur le même moule. Il y a moyen d'arranger quelque chose, là. Mais c'est ce qui a fait peur aussi au début, le PMAD. Densification, Hudson, la densification, la ville d'Hudson, ils voient ça d'un œil un petit peu. C'est quoi densification? Ils ont leur petit périmètre, eux autres. Une fois que c'est expliqué, c'est moins difficile, mais c'est plus compréhensible, mais c'est jamais. C'est pas facile à accepter, ça, pour certaines municipalités. Mais le défi, tout dépendant des villes. Chaque ville a un défi un petit peu différent et un petit peu similaire. Dans notre cas, nous, la planification était très bien faite, puis ça, c'était avant moi. OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on a rajouté, nous autres, maintenant, c'est de la densification, puis c'est correct aussi. Les tas n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. En tout cas, on n'en parle pas. Je ne te dis pas qu'ils n'existaient pas. Quand on a développé le pouvoir de la gare, on est arrivé avec un tas, des choses comme ça. Notre défi, on l'a avec le secteur d'Orion-Lavin, où on va faire vraiment de la revitalisation, et là, on va recréer un nouveau milieu urbain. C'est vraiment un coin qui est un petit peu plus difficile, plus âgé ou qui date déjà de 50, 60 ans dans ce coin-là. Donc, les bâtiments ne sont pas de tout, pas de densification, juste un étage plat, ça fait vraiment ce que tu ne vois pas ici. Donc, c'est un beau défi, mais le prochain challenge de la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est de revitaliser ce secteur-là. Il y a des plans qui sont déposés. Martin Paré est chargé du projet. Puis on a une vision sur 25, 30, 40 ans dans ce secteur-là. Densification, remettre un milieu urbain. Notre empêchement majeur dans ce secteur-là, c'est que l'autoroute 20 passe toujours en plein milieu de la ville, si tu veux. Et tant qu'elle ne sera pas déplacée là où elle doit aller, c'est-à-dire le long du chemin de fer, on va commencer, on va amorcer, mais on ne pourra jamais le compléter. Oui, bien, il n'y a pas vraiment de traduction. C'est Transit Oriented Development. Ça, c'est une des particularités du plan métropolitain de la région de Montréal. C'est que tous les accès au réseau métropolitain de transport en commun doivent avoir une densité de population supérieure. Puis on doit encadrer ce développement-là en fonction de critères, entre autres, le lien, l'accès par les piétons, les cyclistes, aménager, dans le fond, la ville en fonction du transport en commun. Bien, c'est un gros défi parce que, justement, bon, le plan métropolitain, c'est nouveau, mais bon, il y a... justement, en fait, ce que souhaite Québec et Montréal, dans le fond, c'est favoriser, justement, des projets de redéveloppement comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite éviter qu'il y ait de l'étalement sur la zone agricole, sur les milieux naturels, justement, pour favoriser qu'il y ait un redéveloppement
pour qu'il y ait une pression immobilière qui se fasse, pour que la croissance urbaine se refasse sur des milieux existants. Mais c'est sûr qu'un ensemble de bungalows bien établis avec des rues, des arbres, tout ça, des parcs, c'est moins approprié à ce qu'il y ait un redéveloppement versus une vieille artère commerciale, comme le boulevard Harwood, qui est vieillissante, puis qui est devenue une centralité. Parce qu'à l'époque, le boulevard Harwood, c'était un lieu de passage qui était à l'extérieur de la ville, puis ça s'est développé, puis après ça, les quartiers résidentiels se sont développés autour. Mais maintenant, c'est comme redevenu un centre, c'est aussi à proximité de la gare de Dorion. Donc, dans un sens, c'est logique de faire un redéveloppement à ces endroits-là. Du rêve, puis c'est de plus... je pense que il y a Paul Hébert, le comédien, qui disait que ça prend des pelletées de nuages pour finir par voir le soleil. Et c'est une citation qui a été reprise par le défunt maire Jean-Paul Lallier, qui a été reconnu par sa vision en matière d'urbanisme et de développement, avec ce qu'il a fait à Québec. Je pense que c'est pas du rêve, c'est de voir plus loin qu'aujourd'hui et de comprendre les réalités et sans se fier aux statistiques, aux prévisions, autant démographiques qu'économiques, pour faire en sorte qu'on doit repenser les choses et de remarquer aussi, de constater que le modèle qui est le nôtre, dans lequel on vit actuellement, il a fait son temps et il a atteint ses limites. Donc, il faut se réinventer. C'est clair, par contre, que quelqu'un qui part de Montréal pour venir s'installer en banlieue souhaite avoir la vie de banlieue et ne souhaite pas nécessairement retrouver la vie de la ville. Mais on est pris avec des réalités aussi. On a de plus en plus de cadres de développement, puis, et depuis le début des années 80, la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, le territoire agricole au Québec, il est protégé. Les villes, bien souvent, quand je regarde la MRC de Roussillon, la MRC de Roussillon, à plus de 50 % elle est agricole, là. Même, je suis vraiment conservatrice quand je dis à plus de 50 % parce qu'il y a des grands pans du territoire qui sont largement agricoles. Et même une ville comme Châteauguay, nous, on a 25 %, mais des villes comme Saint-Constant sont au-delà de 70 % agricoles. Donc, Mercier, c'est au-delà de 80 % agricole. Donc, le territoire est protégé. Les villes ont atteint leur périmètre urbain, donc il n'y a plus de terrain à développer. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un territoire à protéger, il faut nécessairement pousser, donc construire en hauteur, construire plus dense. Mais en même temps qu'on fait de la densité, il faut s'assurer de la qualité de vie des citoyens qui vivent dans ces endroits plus denses-là. Il faut prévoir les espaces verts. Il faut que les gens restent en contact avec la nature. Et il faut aussi comprendre les services que ces espaces verts-là rendent à la population en matière de santé. Puis aussi, je veux dire, à quelque part, une ville qui est verte a un avantage économique sur celles qui n'ont pas préservé d'espaces verts parce que c'est très recherché, justement parce que c'est très rare. Est-ce qu'il y a des fois, on parle, des fois on a un rêve, on a une vision, puis versus la réalité, le concret, des fois, est-ce qu'on se sent que des fois, on aimerait faire ça, mais... Tu as tout à fait raison. Là-bas, on a un beau projet pour le secteur d'Orion, on espère arriver à ça, mais on doit tout le temps garder une certaine souplesse. Il y a des choses où on peut pas dire oui, parce que c'est non, on n'en veut pas ou c'est pas. Puis il y en a d'autres, il faut comprendre que dans l'évolution, dans le temps, les demandes, les visions, la population change, vieillit, rajeunit ou quoi que ce soit. Donc, ça prend une souplesse là-dedans, mais tout en gardant certaines lignes maîtresses qui sont dans notre cas, c'est densification. Et dans le cas qu'on parle du secteur de l'eau, mixité. Et dans le temps, là, les gens avaient décidé, c'est là, parce que j'ai écouté un reportage l'autre jour, là, qui mettait des résidences unifamiliales là, des multifamiliales là, du commercial là, puis de l'industriel là.
Maintenant, on essaie de dire comment créer un milieu urbain. C'est-à-dire la personne au premier étage, c'est des commerces, puis au deuxième, un petit peu comme tu vois à Montréal, puis partout en Europe. Je n'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie. Puis au-dessus, tu as des logements, donc les gens descendent, vont chercher leur pain, mangent, puis en même temps, ça évite le char. Le fameux char nord-américain, tout le monde a son char. Et ça veut dire quoi? Ça évite de l'asphalte, puis on a plus d'espace vert, puis c'est ça. Mais si tes services sont pas à la proximité de tes citoyens. Je vais donner un exemple, boulevard de la Gare ici. Sur un côté, d'eau à la 40, c'est tout du commercial. C'était les mêmes propriétaires qui étaient en face, là où il y a le Félix et les choses comme ça. La question qu'on s'est posée, puis c'est pour ça qu'on a fait des changements de zonage, c'est que tu as beau avoir du commercial, si tu n'as personne qui nourrit tes commerces, t'es fait. Donc, quand tu as eu la première demande, qui est Groupe Maurice, c'est un endroit pour les personnes âgées, on a accepté le changement de zonage et on a accepté du côté sud de changer toute la réglementation, le zonage, pour enlever du commercial et mettre du résidentiel pour que les commerçants au bord puissent vivre aussi. Ça, c'en est une vision. Dire pourquoi il y a autant de commerces à Bois-Laurion, c'est parce qu'il y a une population pour appuyer ça. Ça, c'est la base. C'est la base. Et on a réussi à le faire dans ce secteur-là. Maintenant, ça va bien. Comme je te dis, près de la gare, du centre sportif, il y a une énorme densification qui s'en vient de là. Les commerces sont là. Les commerces sont intéressés parce qu'il y a du monde. Tu sais, c'est comme la saucisse high grade, là. Même principe. Il y a du monde, on met des commerces. Il y a des commerces, les gens vont là. Puis là, on se fait dire constamment maintenant, mais constamment, écoute, on n'a plus besoin d'aller dans le West Island. On n'a plus besoin, écoute, je parlais avec quelqu'un, le jour, il dit, écoute, je me souviens pas la dernière fois que j'étais allé au Fairview. Mais avant, c'était automatique, mais tu sais, gaz à effet de serre, transport, la patente, c'est ça qu'on essaie de recréer, un endroit, puis on n'est pas les seuls. Pas des villes essaient de créer ça. On essaie de créer un endroit où les gens peuvent vivre. Et notre prochain défi, c'est de trouver des jobs, attirer des compagnies, pas juste des commerces, des industriels, pour que les gens puissent travailler sur leur territoire plutôt que d'avoir à traverser le pont, aller sur l'île de Montréal à tous les jours. Quand on crée des banlieues, on crée un îlot de maisons, mais il faut en sortir pour aller chercher un pain. Oui, puis de plus en plus, on a conçu tout notre mode de vie autour de la voiture. Donc, avant, on marchait pour aller au dépanneur. Maintenant, on prend la voiture pour aller au dépanneur. Puis, bien souvent, il y a plusieurs quartiers qui ne sont pas desservis par des services de proximité, le dépanneur, des petits commerces et tout ça. Donc, on est de plus en plus obligé de prendre notre voiture pour aller dans une épicerie, une grande surface, pour amener ce qui était autrefois où on pouvait aller à pied. Ça, c'est un souci qu'on a de redévelopper les villes avec des commerces de proximité. Mais encore là, pour qu'un commerce soit capable de survivre, il faut amener de la densité, il faut amener des gens autour de ça pour que ces gens-là soient en mesure de faire vivre le commerce. C'est le grand défi. Et c'est pourquoi on essaie de densifier maintenant puis de structurer les artères commerciales en fonction du commerce de proximité avec, justement, de la densité, des services institutionnels. Il faut créer de l'activité autour de ces pôles-là pour, justement, qu'il y ait un achalandage suffisant pour soutenir le développement économique, commercial. Les défis, on parle beaucoup d'échelle humaine. Donc, le défi, en ce moment, la ville est très conditionnée par... ça a toujours été le cas. Les villes ont toujours été conditionnées en fonction du transport. Puis là, on est à l'ère de l'auto présentement. Malgré la volonté, c'est ça, du gouvernement, puis le PMAD, tout ça, dans le fond, le but, c'est justement d'éviter l'étalement pour, comme j'expliquais tantôt, empiéter sur les milieux naturels, les zones agricoles. Mais la façon pour redonner de la densité, c'est de donner une échelle humaine aux villes. Donc ça, c'est un grand défi. Puis c'est un changement de paradigme qu'on est en train de vivre en ce moment, où on est dans le tout à l'auto, ou presque. Donc là, l'idée, en apporter de la densité pour que ça fonctionne, il faut faire des aménagements de qualité. Par exemple, il faut des trottoirs, il faut des aménagements cyclables. Alors que traditionnellement, à Vaudreuil-Dorion ou en banlieue générale, il n'y a pas ces aménagements-là. Donc, notre défi, c'est de justement justifier l'investissement puis convaincre les élus qu'on s'en va vers ça. T'sais. Donc, c'est un gros défi parce que c'est comme changer les paradigmes, dans le fond. Écoute, c'est un peu la revitalisation, la fameuse revitalisation du boulevard Harwood. C'est un peu le beginning, si je peux dire. On commence, puis on va faire de plus en plus d'activités comme ça.
Qu'est-ce que t'aimes le plus ici? Rencontrer des gens, puis manger de la bonne bouffe. On peut-tu dire que t'es comme dans le jus en ce moment? À peine. À peine. Tu sais, la petite humidité, là, c'est le nouveau look de l'été. C'est bon parce que ça démontre que Vaudreuil-Dorion est prêt et que le boulevard Harwood aussi est prêt à être revitalisé. On en a la preuve ici par un simple événement. Donc, événement éphémère, mais succès durable. Ce qui est difficile, c'est qu'entre la vision, ce qui doit être fait, et les étapes pour y arriver, c'est le pas à pas. Bien faire les gestes entre la vision dans 20 ans, parce que là, on parlait du projet Centre-Ville, le Châteauguay 2020, et on le voit, là, on a de plus en plus de plans particuliers d'urbanisme, on a organisé le territoire, on essaye de... Mais c'est une vision qui va se développer sur les 20 prochaines années. Donc, comment y arriver? Donc, le pas à pas est important et faire les bons gestes à chaque étape. Se poser les bonnes questions à chaque étape. Et chaque fois qu'on pose un geste, on sait très bien que c'est vers ça qu'on s'en va. Il y a une ligne directrice. Et c'est garder cette ligne directrice-là qui est importante. Il faut poser les gestes parce qu'on est responsable et parce qu'on sait que c'est le bon geste, même s'il déplaît, que c'est le geste à poser et non pas le faire de façon électoraliste. Quand on est placé dans le rôle de décideur, de politique, il faut faire les bons gestes. Et c'est sûr que si on écoute, et ça c'est encore Jean-Paul Lallier qui le disait, si on écoute ceux qui chialent, on fait jamais rien. Parce que les gens sont contre, de toute façon. Il y a des statistiques qui disent que 75% des gens sont contre le changement. Une fois que le changement est arrivé, 75% des gens sont en faveur de ce qui a été fait. Donc, il faut le faire malgré tout, parce qu'on pense et on est intimement convaincu que c'est la chose à faire. Non pas parce que on pense qu'on va être populaire ou... il faut vraiment faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Moi, je milite beaucoup en matière d'aménagement du territoire. J'ai fait partie du comité conjoint de l'Union des municipalités du Québec et de l'Ordre des urbanistes du Québec pour les modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui s'en viennent, qu'on nous promet depuis plusieurs années. Je fais partie maintenant de la commission aménagement et transport de l'Union des municipalités du Québec aussi. Chaque fois que je peux participer à un forum, je le fais pour faire avancer la pensée en matière d'aménagement du territoire. Je pense, et je ne suis pas toute seule, mais on est quelques-uns à croire qu'il faut une politique nationale de l'aménagement du territoire parce que, je l'ai dit aussi, entre la volonté qui s'exprime sur le terrain à travers les plans d'urbanisme, à travers les plans stratégiques comme le Châteauguay 2020, les plans d'action de développement durable, il y a d'autres acteurs qui influent ce qui se passe sur le terrain, notamment les gouvernements, les différents ministères. Quand le ministère des Transports veut faire passer une route, il n'y a pas de souci des compétences des villes en matière d'aménagement du territoire. Quand on promet un hôpital, une école, est-ce qu'on regarde comment c'est fait? Qu'est-ce que sont les plans d'urbanisme? Comment ça a été fait? Est-ce qu'on pense à long terme? On pense pas plus à long terme dans les ministères. On prévoit les écoles. On a construit une école ici à Châteauguay, puis on est déjà en train on l'a inaugurée il y a 1 an, puis on est déjà en train de l'agrandir. Donc, il faut que tout le monde se donne des visions à plus long terme, puis qu'on fasse qu'on soit dans la prévision plus qu'aux 3 ans. Là. On doit voir à plus longtemps que ça. C'est cette intégration-là qui est difficile aussi sur le terrain quand les gens vont faire des actions à court terme et qui nous impactent. Donc moi, là, je suis vraiment de ceux qui militent pour une intégration vraiment de l'aménagement du territoire avec tout le monde, là, tous les acteurs qui ont affaire là-dedans. C'est une vision long terme, c'est un processus qui est long, mais est-ce que des fois, ça peut être un peu frustrant, mais de dire, ça allait plus vite, ou, tu sais, des fois, le travail avec, justement, les ministères, puis passer avec Non, pas moi, pas là-dessus. Non, je t'agace. Non, c'est... Quand on a affaire... Tout ce qu'une ville peut contrôler elle-même, là, c'est parfait. On peut prendre des décisions, on a des professionnels. Quand il faut demander toutes sortes de permissions quelconques, là, je veux dire... Si tu veux me choquer, là, on va parler des milieux humides, de la rainette, comment elle s'appelle déjà? La rainette Faugrillon, puis des couleuvres, ça fait la même, OK? On a l'impression des fois que l'humain est rendu 2e ou 3e sur la liste et que pour une rainette en quelque part, puis ça, je suis pas le pire, parce que sur l'île Perrot, c'est pire, puis ailleurs, on va tout barrer. Alors que... Non seulement on nous défend d'aller plus loin que notre périmètre urbain, mais à l'intérieur du périmètre urbain, on nous barre des centaines et des centaines
de milliers ou de millions de pieds carrés parce que tout d'un coup, ils ont entendu une rainette Faugrillon quelque part. On ne peut pas la voir, on peut juste l'entendre. Et là, tu barres un secteur. J'exagère, mais j'exagère même pas. J'exagère même pas. C'est comme ça, la réalité. Donc, qu'on nous donne un terrain de jeu, mais qu'on nous laisse jouer dans ce terrain de jeu-là. Des espaces verts, là, comme je te dis, là, quand tu vas voir un petit peu plus haut, c'est rien que de ça. C'est rien que de ça. Donc, pour une ville, pas des taxes, ça prend du développement, mais quand tu te fais... On a un projet qui vient de fonctionner là, au bout de notre parc industriel. Il y a 200 000 pieds carrés sur le total qui est barré pour des milieux humides. On est à côté de la 40. Il passe des milliers de camions à tous les jours là, mais c'est un milieu humide protégé. Écoute, sur le bord de la 40, là, tu sais, je veux dire, c'est des quenouilles, c'est ça que je veux dire. Fait qu'il faut qu'il y ait à un moment donné un raisonnement dans le... Barre-nous partout, mais à l'intérieur, on a d'autres faire quelque chose, fiche-nous à paix. Puis on va te donner de la compensation. Mais on est rendu avec de la compensation, pas du 1 pour 1, là. Du 2, du 3, du 4, ça va jusqu'à 17, puis du 8 pour 1. C'est-à-dire que si on prend 100 pieds carrés, on faut t'en donner 800 pieds carrés. Pourquoi? Tu sais, je ne dis pas si on était dans un endroit comme à Montréal, où il y a certains endroits où il y a juste de l'asphalte. Je comprendrais qu'on dirait on va compenser. Mais ici, là, ce n'est que ça. Ce ne sont que des champs. On est dans Vaudreuil-sur-Lange. C'est là, je disais un rapport tantôt, 70 du territoire, même dans certaines municipalités, c'est 99, mais au total, c'est au-dessus de 70 du territoire qui est vert. Fait que c'est pas comme si, parce qu'on prend un petit coin quelque part, on va déstabiliser la planète. C'est cette partie-là que je trouve frustrant. Et le fait de prévoir à long terme, là, je veux dire, quelque part, quand on développe un quartier, est-ce qu'on pense aux écoles? Est-ce qu'on pense aux parcs? Est-ce qu'on pense aux garderies? Est-ce qu'on pense... Il faut penser à tout ça. On ne peut pas juste penser à faire des rues avec des maisons. Une des premières choses qui m'est arrivée quand j'ai été mairesse, j'ai eu les gens du secteur de la rue Marc-Laplante qui sont arrivés avec une pétition en me disant « on veut un parc ». Bien, le parc n'avait pas été prévu et les rues étaient finalement toutes bâties avec des maisons. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'espace vert pour faire des parcs et que les gens demandent? On déloge des gens qui viennent d'acheter une maison? Non. Et donc, il faut le prévoir. C'est dans le long terme qu'on fait des milieux de vie agréables. Il faut vraiment s'attarder aujourd'hui à ce qui sera demain pour justement penser à cette qualité de vie-là et non pas simplement dire, bien, je vais mettre le plus de maisons possible, ça va me ramener le plus de taxes possible. C'est la qualité de vie des gens qui en dépend. Et le travail premier des élus, c'est de voir à cette qualité de vie-là à travers toujours une santé financière intéressante, la capacité. On est garant du trésor public. Il faut faire des gestes intelligents, pas juste pour aujourd'hui, mais penser à demain aussi financièrement. Et c'est tout ça là, qui mérite d'être revu parce que la façon de faire, elle est rendue on a étiré ça jusqu'au bout et il faut revoir. On peut pas être de façon à accueillir tous les services, à avoir plus de responsabilités, à devoir donner ces services-là aux citoyens sans qu'on revoie la fiscalité municipale et les codes d'aménagement du territoire. Parce que comme le secteur d'Orion, en fait, c'est dans Dorion, c'est un milieu de vie. C'est un secteur d'Orion, les gens de Vaudreuil-Dorion le savent, c'est un endroit où les gens sont très fiers de leur quartier, de leur milieu de vie. Donc c'est sûr que nous, en tant que ville, comme c'est un milieu de vie qui est établi, on ne pouvait pas arriver avec un projet, dire voilà, c'est ça qu'on va faire, on vous l'impose. Puis le fait aussi est que les gens qui habitent dans un quartier connaissent leur quartier, connaissent leurs problématiques, savent ce dont ils ont besoin. Donc, d'où l'intérêt de les consulter pour apporter au projet de revitalisation, puis aussi pour qu'ils adhèrent, parce que c'est eux les acteurs du redéveloppement. C'est eux qui sont propriétaires, c'est eux qui sont commerçants, c'est eux qui habitent dans le quartier. Donc, c'est important qu'ils adhèrent au projet si on veut qu'il y ait un succès. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il existe des processus légaux de consultation publique où les gens sont interpellés à venir dire il faut intéresser les citoyens à l'aménagement du territoire. Les gens ne comprennent pas l'importance sur leur qualité de vie de ce qu'on fait quand on fait des consultations publiques. Puis il y en a qui sont obligatoires, puis il y en a qui sont volontaires. Nous, on fait les deux. On a celles pour lesquelles on est tenu par la loi de tenir ces consultations publiques-là. Mais on en fait encore davantage, nous, parce qu'on dit, avant d'arriver
au projet légal qui va être déposé, est-ce qu'on peut l'influencer par l'apport citoyen? Donc, les citoyens sont interpellés à plusieurs niveaux de planification du territoire. Nous, à travers nos plans d'urbanisme, nos plans particuliers d'urbanisme, les changements de zonage, les projets particuliers d'intégration comme bon, on est là, mais au-delà de ça, il y a les schémas d'aménagement régionaux avec les MRC, puis plus haut que ça, il y a le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, qui sont des plans d'aménagement qui impactent sur les façons dont on développe nos municipalités. On est maintenant tenu de densifier les artères structurantes de transport. On doit redévelopper nos municipalités. Châteauguay, on est arrivé à un point où justement, les infrastructures sont vieillissantes, méritent d'être repensées, redéveloppées. Donc, comment on fait? Parce qu'on va accueillir, pas parce qu'on n'a pas d'espace pour construire des maisons unifamiliales, que la population va aller en diminuant. Donc, on accroît toujours notre population. D'année en année, on a plus de citoyens. Donc, comment on fait pour accueillir ces gens-là? C'est bien évident que avec une population qui est vieillissante, des habitudes de vie qui se sont transformées avec un style de vie plus urbain, je dirais, où les gens sont moins dans l'acquisition de propriétés, sont plus mobiles, bien, il faut avoir ce type d'habitat ou de maison ou de logement qui fait en sorte qu'on est capable de voir aux besoins de tout le monde. Oui, il y a de la place pour les jeunes familles qui veulent avoir une unifamiliale ou qui ont les moyens, même parce que c'est pas donné à tout le monde d'acquérir une première maison ou même d'avoir une maison, mais en même temps, il faut être en mesure. Donc, il faut réfléchir tout ça, puis on réfléchit aujourd'hui pour dans 20 ans, dans 30 ans, avec des gens qui ont déménagé en banlieue avec une vision idyllique de la banlieue où tout le monde a son terrain, tout le monde a sa cour, tout le monde est... Et c'est la difficulté là, de balancer tout ça quand on prend les décisions. J'imagine qu'on a un projet comme ça, là, faire des consultations, l'implication citoyenne, et comment on gère les 10 000 visions qu'il y a de... Bien, ça a été bien. Le projet, tantôt, Martin pourrait t'en parler. Quand on a fait le projet Secteur d'Orion, justement, ça a pris revitalisation, ça a pris 1 an. Il y a 1 an de consultation, de projet, d'implication. Ça a été extrêmement bien mené par l'équipe ici d'urbanistes, avec, comme je dis, Martin Paré qui est en charge de ça. C'est une affaire que je ne suis pas fort là-dessus, je l'avoue. Là. Moi, je suis du genre, tu m'as élu pour 4 ans, puis je vais driver à patente, là, puis si tu n'es pas content dans 4 ans... Mais on comprend très bien en lisant, je ne suis pas stupide non plus, qu'il y a des nouvelles façons de faire. Et ce secteur-là, c'était vraiment spécial parce qu'on rentrait dans la vie de certaines personnes. On leur disait, là où vous avez vécu une grande partie de votre vie, on va changer ça. Là. On avait des demandes de façon pour le changer parce que les gens se plaignaient, il n'y a plus de service là-bas. Avant que le nouveau centre d'achat ouvre, il y a un IGA, tu n'avais plus de marché d'alimentation. Tout était transféré. Donc, on est content de ça. Je suis extrêmement fier de l'équipe qui a mené le dossier parce qu'il y a des gens que je ne pensais jamais voir assis autour de la même table. Ils l'ont fait. Ils ont donné des recommandations. On a fait des suivis. On a refait d'autres consultations. Puis après ça, on leur a présenté un plan global pour leur dire voici notre vision. Et les gens ont adhéré à ça. Fait que c'était tout un challenge. Mais ça nous a donné une bonne leçon pour d'autres projets à venir parce qu'on voit dans certains endroits où des gens ont voulu mettre des affaires qui étaient, d'après moi, c'était même pas une question, c'était oui. Puis ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'ont pas embarqué, n'ont pas compris je vais rester poli, là, mais ils n'ont pas compris. Et quelle était la donnée. Ça, c'est à part ceux qui ne veulent pas comprendre puis qui essayent d'aller contre. Là, je veux dire, il y a des projets un peu partout. Là. Dans une ville, quand on me dit on va installer une maison pour les personnes âgées, puis là, les gens se lèvent et on n'en veut pas, là, ça, je comprends pas ça. Dans une ville, quand on me dit, c'était pas notre cas, là, mais on va t'installer une belle école primaire là. Puis il y a des gens qui sont là, des belles grosses maisons. Non, on n'en veut pas. Ça, c'était dans ma ville. Et ça, c'était extrêmement difficile de comprendre ça. Mais les gens étaient partis avec des flags pour dire non, ça va être des condos. C'était pas ça du tout. C'était une école primaire faite pour desservir le secteur. Donc, j'ai rien contre les consultations. Mais dans certains cas, comme quand il vient le temps de personnes âgées, d'écoles, de résidences, il ne devrait même pas y avoir d'opposition possible. C'est pas du tout le cas quand on parle de l'Avin, c'est pas du tout ça. Là, on revitalise un secteur complet. Et on devait avoir des consultations pour dire aux gens de vous d'accord. Et ça a été extrêmement bien fait. C'était un beau succès. Un beau succès. Qu'est-ce qui est ressorti des consultations? Oui. Bien, qu'est-ce qui est ressorti des consultations? Il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Nous, avant d'arriver,
quand on a lancé les consultations, c'est sûr qu'on avait déjà des orientations. On savait, entre autres, qu'on voulait l'approche de village urbain, donc un redéveloppement à l'échelle humaine. Donc, avec une mixité, mais aussi des espaces publics, c'est ça, plus de verdure. Il y a vraiment un manque d'arbres dans le secteur, des nouveaux espaces publics. Une mixité, ça... Oui, la mixité, par exemple, des commerces au rez-de-chaussée, mais des bâtiments de 2, 3, 4 étages avec des logements ou des bureaux à l'étage, par exemple. Mais en fait, ce qui est ressorti des consultations, entre autres, il y a plusieurs choses qui sont sorties, comme par exemple l'accès à la rivière des Outaouais. On s'est rendu compte que c'était très important pour la population. Par exemple, l'île Bré, qui est tout près, qui n'est pas à l'intérieur du périmètre, mais qui est vraiment très accessible. Quand on a fait des ateliers avec la population, catégoriquement, les gens ont dit « il faut faire quelque chose à cet endroit-là, c'est magnifique. Pourquoi la ville ne fait pas quelque chose? » Donc, concrètement, nous, on a pris ça, on l'a intégré à notre programme particulier d'urbanisme. Puis, donc, c'est un exemple. Je pense que c'est notre responsabilité. En fait, parce que c'est sûr qu'au final, c'est toujours... Comme je vous disais, c'est vraiment politique, l'urbanisme, parce que c'est l'aménagement du sol, donc c'est des règlements qui s'appliquent aux immeubles, aux gens, donc aux propriétaires. Donc, c'est le conseil municipal qui choisit les règlements, qui définit c'est quoi les critères, etc. Mais, donc, c'est très, très politique. Par contre, nous, c'est notre responsabilité en tant que professionnels de peser le pour et le contre, d'analyser la situation, puis de faire nos recommandations. Donc, c'est sûr qu'on a une certaine influence sur le politique. Mais par exemple, justement, les consultations, ça donne une certaine légitimité au projet que nous, on élabore aussi. Donc, c'est, dans le fond, notre responsabilité, c'est aussi, oui, de conseiller les élus, mais de prendre le maximum d'informations pour faire le meilleur projet possible, puis pour que les élus aussi adhèrent à un projet. Bien, ça aussi, on vient d'investir 70 millions dans des usines. On aurait fait une usine de filtration et d'épuration. Elles étaient dues de toute façon, là. Ils avaient au-dessus de 45 ans. Donc, ça, c'est fait. L'usine de filtration, présentement, fournit l'eau qu'on a besoin. Et l'usine d'épuration va être en fonction finale, si tu veux dire, à peu près à l'été ou à l'automne 2016. Donc, on va être capable d'accueillir ces gens-là. C'était des visions de toute façon qu'on avait. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille là-dessus, mais on parlait de frustration par le temps qu'on a eu des permissions. On avait un ministère qui disait « vous ne pouvez plus vous développer ». Tu avais l'autre ministère qui disait « bien là, je ne te donne pas tes permis tout de suite. Pourquoi tu ne me donnes pas les permis de... » Puis là, on faisait toutes les affaires, tu sais. Mais là, 6 mois, 1 an, pour eux autres, c'était pas grave, là. C'est ça qui est frustrant là-dedans. Encore là, c'est comme si sur un bord, on dit t'as pas fait ta job, mais sur l'autre bord, c'est ben écoute, c'est parce que c'est vous autres qui m'empêchez de faire ma job. Là. Ça, c'est la partie. Mais ça, on l'a vu, ça. On l'a. Et la Ville de Vaudreuil-Dorion, de toute façon, on ne dépassera jamais, d'après moi, les 40 000, 41 000, 42 000. Là, parce que quand le territoire va être à sa pleine capacité, de toute façon, s'il reste comme ça, mais j'en veux pas non plus. C'est pas une nécessité. C'est comme je dis, ce qui est bien, c'est d'avoir des industries, des commerces et surtout des endroits où les gens vont pouvoir travailler, se développer ici. Là. Ça, c'est l'idéal pour une petite famille, c'est de pouvoir travailler sur le territoire puis pas avoir à voyager. Mais pour les infrastructures, tu as raison, mais tu sais, ça fait 10 ans que je suis maire. Là. En 10 ans, on a pratiquement rebâti, puis c'est pas juste à cause de moi, là, une ville neuve. On a refait les arénas, doublé la glace. Le viaduc vient d'être refait avec le ministère des Transports. On a attaché le piste cyclable avec ça. On a refait nos 2 usines. On sait qu'il nous reste certaines infrastructures à faire. On est en train de rebâtir une ville neuve. Le secteur d'Orion, on va la mettre neuve en je ne sais pas combien de temps, mais ça va prendre du temps, mais on va aussi rebâtir du neuf. Fait que là, on est à point pour finaliser notre développement, le peu qu'il reste à faire, recevoir les gens qui veulent venir ici, puis nous permettre aussi une certaine densification. Quand je te parlais tantôt du projet de Chartwell et l'autre, 700 logements, puis l'autre, bien, ça prend de l'eau, ça prend des égouts. Donc, c'était planifié comme ça. Puis ça, c'est le département urbaniste avec la division technique qui a planifié ça. On sait vers quoi on s'en va. Ce qu'on sait moins, c'est que des fois, il peut y avoir un boom dans un coin pour ça de raison, puis tu l'as moins prévu ou quoi que ce soit. Mais nos boulevards sont là, nos routes sont là.
On a des liens en autobus avec l'A40, avec Côte-Vertu à tous les matins. Il y a 12 ou 13 départs avec le train, avec maintenant des midibus, 3 cégeps. 3 cégeps sont reliés par le transport en commun. Donc, on est là, on est capable d'en prendre, si tu veux. Et on espère que les gens, ils sont heureux, mais avec les messages qu'on a, les gens sont heureux parce qu'ils ont un commerce de proximité qu'ils n'avaient pas avant. Ça, c'est sécuritaire, c'est propre, tu sais, je veux dire, les commentaires c'est assez rare. Dans un sens, c'est le bon, c'est le fun. On parle rarement de Vaudreuil-Dorion. C'est pas un mauvais signe là, dans le journal, parce que c'est rare qu'on parle de ça comme étant il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, on est heureux. Mais pour les infrastructures, tu as tout à fait raison. Parce que, comme je dis souvent en farce, des industries comme l'Aubard, ici, on me dépose ces affaires-là, me donne à peu près, rapporte à la ville à peu près 750 000 de taxes, ils ne demandent rien. Tu as 4 bungalows qui se bâtissent dans un coin, ils veulent un parc, une piste cyclable, des jeux d'eau, c'est ça. C'est la réalité. Donc, quand on accueille plus de monde, puis on est une des villes avec le plus de petites familles, puis c'est ce qu'on visait de toute façon, mais c'est sûr qu'il y a des infrastructures autant culturelles que loisirs, que développement, que pistes cyclables, physiques, doivent aussi suivre la demande. C'est un challenge. Mais l'autre challenge, c'est ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que là, on sait qu'on a des jeunes familles. Notre prochain challenge, là, c'est les ados. C'est pour ça qu'on a fait un skatepark, on a investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Il faut aussi, eux autres, les occuper, là. Fait que là, on fait des activités, mais il faut que tu vois tout le temps 5, 6, 7, 8, 10 ans en avant pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et les districts sont vivants. Le Vieux-Dorion, il n'y avait pas de famille, là. Les familles sont revenues, puis ça vieillit. Il y a des secteurs là, où on a fait des jeux dans les parcs il y a 10 ans, 15 ans, et c'est plus du tout le même monde qui est là, là. Les petites familles ont grandi, les ados, puis ça a quitté, puis c'est revenu. Puis là, on est rendu avec, j'exagère à peine, mais une moyenne d'âge, tu n'as plus vraiment de petite famille ou moins de petite famille. Donc, le parc doit être modifié parce que là, tu es rendu avec des enfants de 12, 13, 14 ans. Donc, on a mis des patinoires pour patiner à l'année longue, là, tu sais, en patin roulette. On a mis des jeux, on a mis des skateparks, on a fait des choses de même. Et probablement que dans 10, 15 ans, bien là, ça va retomber, hop, ça va repartir. Le secteur Vieux-Dorion qu'on appelle, Vieux-Dorion, c'était vieux. Il n'y avait pas vraiment d'enfants, il y en avait. Mais ça a complètement changé, je te disais, dans les 7, 8, 9, 10 dernières années. Et là, oups, pareil, là, il y a des demandes pour les pistes cyclables, des choses comme ça, parce que les petites familles sont revenues dans X nombre d'années. Donc, une ville, c'est vivant. Il faut juste s'adapter au secteur puis essayer de suivre l'évolution du mieux qu'on peut, bien sûr, là. On est vraiment là. Et il faut qu'on comprenne aussi, tu sais, que c'est le financement, on l'a vu ailleurs dans d'autres pays. Moi, je dis toujours, c'est pas normal qu'on on a sur le territoire 80 des infrastructures. Et puis ça, c'est partout au pays, là, c'est pareil, mais 7 du financement public. Qu'on parle de taxes municipales, d'impôts, de peu importe. Là, quand on regarde tout ce que le citoyen, parce que c'est toujours le même citoyen, peu importe à quelle hauteur on lui demande de contribuer, c'est toujours le même citoyen qui paye. Mais nous, on a 80 des infrastructures dans les municipalités et simplement 7 du financement public. C'est pas normal. Et ça, je pense qu'il faut revoir ça, pour faire en sorte que nos milieux de vie soient plus accueillants, plus attractifs, plus dynamiques, que la qualité de vie des citoyens, c'est ça qui est important, qu'ils soient en mesure d'offrir ces services-là, que ce soit l'éducation, que ce soit les soins de santé, que ce soit de mettre des aménagements où on fait la promotion de l'activité physique. Bien, tout ça, ça se travaille tout le monde ensemble et pas chacun dans des silos séparés.